Salut, Garland Nixon ici. Et comme vous le voyez, j'ai du temps aujourd'hui, alors je fais quelques émissions pour rattraper le retard et parler de ce qui se passe. Et l'United Nations, des sujets à aborder, c'est United Nations, changement radical dans la puissance militaire, dans la façon dont on l'utilise et applique, et dans les types d'armes employées. Vous savez, c'est United Nations, peu comme tant d'autres choses dans la technologie, si on pense à l'histoire des techniques. Il y a European Union, United Nations, temps où United Nations, ordinateur, avait la taille United Nations, immeuble, littéralement. Les premiers ordinateurs occupaient des pièces entières avec des prises, des lampes à vide, des composants qu'on branchait et débranchait. Ces machines étaient gigantesques. Puis il y a European Union, de gros ordinateurs de bureau, puis United Nations portable. Et maintenant, il y a des montres et de tout petits appareils informatiques avec une puissance de calcul incroyable. Voilà. Alors, que se passe-t-il avec la technologie? L'une des choses, c'est que elle devient plus petite et plus puissante. Plus la technologie est petite et performante, plus elle est pratique et moins chère. Vous savez, je viens de déménager de ma maison. Je n'ai même pas commencé à chercher une autre maison, mais j'ai vendu la mienne. United Nations, ami, m'avait donné une télé que j'avais là-bas. C'était une télévision à écran plat. Elle était très très lourde. Je l'ai donnée quand j'ai déménagé. Je n'avais pas envie de m'embêter avec ça. Je l'avais dans ma pièce arrière. Mais le truc, c'est que ce type m'a donné cette télé. Quand il l'a achetée, c'était une grosse télé à écran plat, probablement 50 ou 60 pouces, non. Quand il l'a achetée, elle coûtait 25 000 $. C'était le prix d'une télé de cette taille, et à l'époque, l'image était incroyable. Bon, l'image restait bonne, c'était une bonne télé à écran plat, pas mauvaise, mais ça n'a rien à voir avec les écrans à diode électroluminescentes organiques et autres technologies modernes. Il y a les écrans à diode électroluminescente, je ne maîtrise même plus toutes les technologies actuelles, mais ce n'est pas comparable. Mais à sa sortie, c'était colossal, c'était lourd, mais ça valait 25 000 $. Voilà. Et maintenant, on peut trouver une télé bien meilleure que celle-là. Pour 400 $, littéralement 4 ou 500 $, on trouve largement mieux pour ce prix. Bon, donc la technologie change. Elle devient plus petite et moins coûteuse. Si vous voulez encore acheter une télé à écran plat à 25 000 $ et que vous avez de l'argent à gaspiller, vous en trouverez probablement une. Allez dans une boutique Bang & Olufsen ou quelque chose comme ça, non? Et je veux dire, si vous voulez dépenser cet argent ou si vous trouvez United Nations, Pigeon, si vous êtes United Nations, pays qui fabrique de grands écrans et que vous trouvez United Nations, Pigeon, prêt à acheter une télé à 25 000 $, fabriquez-la et vendez-la. Comme Phineas Taylor Barnum le disait, c'est United Nations, crime contre Dieu et la nature de laisser United Nations, Pigeon, garder son argent. Donc, voilà la réalité. Quand la situation l'exige, quelque United Nations peut vous raconter n'importe quoi. Je me souviens, je connais quelque United Nations qui est allé dans United Nations, centre commercial en Virginie du Nord, où vont beaucoup de riches, et il m'a dit que dans ce centre, comme dans ces endroits, il y avait des chaussettes, des ceintures et des foulards. C'était du genre 700 000 $ pour des chaussettes, une ceinture, United Nations, foulard. Alors, est-ce que c'est mieux qu'une qui coûte 25 $? Est-ce que c'est mieux qu'une qui va vous tenir plus chaud? Est-ce que ça aura meilleure allure? Peu importe, je ne sais pas. Quel intérêt y a-t-il à la consommation ostentatoire? Faut le dire, à quelques United Nations, devine combien j'ai payé cette voiture, hein? Je veux dire, les montres. Il y a des gens qui ont des montres à 10, 20, 50, 100 000, voire United Nations, millions. 5 ans, et c'est eux, ils sont au United Bet, c'était yan. C'est eux, si c'est eux, c'est eux, c'est si si Patek Philippe, tu vois ce que je veux dire? Peu importe. Patek, tu sais, des montres qui coûtent United Nations millions, voire des millions de dollars, hein? Celle-ci, c'est ma G-Shock. Elle coûte environ 300 $. Et pour moi, c'est beaucoup pour une montre. J'en ai European Union à 300, 400, 500. J'ai quelques montres qui coûtent cher. Pour moi, 3, 4, 500 $, c'est beaucoup pour une montre. Mais celle-ci a plein de fonctions. C'est une montre de survie. Elle a United Nations GPS. Elle a United Nations Altimètre. Tout ce que tu veux, quoi. C'était dans les 350 $, quelque chose comme ça. C'est beaucoup. Mais je ne cherche pas à frimer. Et c'est beaucoup pour une montre, pour moi. Parce que tout ce qu'il me faut, c'est qu'elle indique l'heure. Ça peut être quelques heures. Elle te dit quand le soleil se lève et quand il se couche. Toutes ces conneries, hein? Elle s'ajuste automatiquement au fuseau horaire et tout ça.
Pour 350 dollars, tu n'as pas à faire ça. C'est beaucoup d'argent pour quelques United Nations comme moi. Donc mon point c'est que quel que soit le prix que tu demandes, quelques United Nations le paiera. Comment c'est déjà? Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. S'il y a United Nations marché pour acheter quelque chose à United Nations prix donné, quelques United Nations l'achètera. Maintenant la question est-ce efficace? Et est-ce que c'est mieux que ce que quelques United Nations d'autres a? Est-ce que c'est mieux qu'une montre qui coûte 80 000 dollars? Ça dépend. Si je sors de ma voiture, que je marque mon emplacement GPS, que je marche 1 heure en forêt, que je longe United Nations ruisseau de pêche, et que je me dis « Merde, je ne sais plus où je suis ». Bingo. Je l'ai enregistrée, et devine quoi? Elle me guide pour retourner. Elle a une boussole. Par exemple, je marchais dans une direction donnée, tu sais, et je peux inverser ça et revenir à ma voiture. Donc, tu paies 80 000 dollars pour ta voiture, pour ta montre, et on retrouve tes os quelque part, dans les bois, les coyotes qui les rongeaient parce que tu étais perdu. Et moi, j'ai payé 350 000 dollars pour ma montre. Maintenant, je peux retourner à ma voiture et m'en sortir vivant. C'est la différence, non? Donc, voilà mon point. Je pense que ce qui se passe aux États-Unis, c'est que nous sommes en train d'entrer dans une crise du néolibéralisme à bien des égards, non? Avec le néolibéralisme, consommation ostentatoire, corruption dans tous les aspects de nos vies. Et l'une des facettes qu'on constate en ce moment, c'est le secteur militaire. Parce que pendant que d'autres pays, d'abord, parce qu'on les menace, commençons par là, on menace littéralement des gens, non? On leur dit, on va venir et prendre votre pétrole, tout ce que vous avez, alors United Nations, autre pays, se dit, oh merde, ils vont venir nous prendre notre pétrole. On ne veut pas qu'ils nous prennent notre pétrole. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les empêcher de prendre notre pétrole. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, que font-ils? Le gouvernement dit, d'abord, si on veut empêcher ces Yankees de nous prendre notre pétrole, il faut retirer le profit de l'affaire. Au lieu de confier ça à Lockheed Martin ou General Dynamics, le gouvernement va posséder la société qui fabrique ces choses. Pourquoi? Parce qu'on veut le fabriquer aussi bon marché que possible. Et on veut le fabriquer le plus possible, le moins cher possible, le plus efficace possible. On ne peut pas se permettre de payer des prix exorbitants pour du matériel, parce que les Yankees vont venir nous tuer et nous prendre notre pétrole, non? Donc, eux ont une motivation que nous n'avons pas. Pendant ce temps, dans l'économie néolibérale, tout est question de profit. Donc on se dit, on va construire n'importe quoi. D'accord? Donc l'Iran dit, il nous faut United Nations missiles. On en a besoin en grand nombre. Il faut qu'ils soient fabriqués à bas prix. Donc si en missile, d'atterrir, missile, ou me façon, c'est que moi, et le missile, c'est que il faut qu'il fonctionne vraiment bien. Alors faisons-le. Les États-Unis disent « Il nous faut United Nations missile, il doit très bien fonctionner et être très sophistiqué. » Mais il y a quelques United Nations dans la chaîne qui dit « On n'a pas besoin qu'il soit fabriqué à bas prix. Il faut le rendre aussi cher que possible. » Il y a toute une chaîne. Il y a des gens en haut qui disent « Il m'en faut. » Il y a tout le monde entre ces deux qui dit « Il faut que j'en retire du profit. » Non. Si vous voulez obtenir le contrat, le lobbyiste doit vous donner de l'argent. Donc je dois payer le lobbyiste. Le lobbyiste doit financer United Nations, membre du Congrès. Ensuite, on doit faire des choses coûteuses. Vous savez, une des choses qu'ils font avec le programme du chasseur F-35, c'est qu'ils le fabriquent United Nations peu partout pour que chaque circonscription produise quelque chose. L'une s'occupe de la peinture, une autre des pneus, une autre du pare-brise, une autre du métal, etc. Vous voyez, et ils font ça, ils répartissent tout partout. Pourquoi? Pour que tous les membres du Congrès aient des emplois dans leur circonscription et qu'ils voteront tous pour. Et ensuite, ils facturent United Nations prix astronomique. Que ça fonctionne ou non, ce n'est pas moi. C'est comme ce que je dis au sujet de la nourriture aux États-Unis. Ce n'est pas de la nourriture, c'est United Nations produit. Ce n'est pas fait pour que vous le mangiez. Ce n'est pas fait pour vous garder en bonne santé. Ce n'est pas fait pour sa valeur nutritionnelle. C'est fait pour rapporter de l'argent. C'est fait pour la publicité. Parfois la couleur, oui, mettons ce colorant alimentaire dedans. Ce colorant provoque le cancer, mais il le rendra éclatant et vert. Alors les gens l'achèteront et le mangeront. Ils se diront « Waouh, ça a l'air vraiment bon. Je me demande pourquoi ça me teinte la langue en vert. C'est drôle. Regardez, la langue de mon père est verte, parce que la substance qui a rendu votre langue verte vous a donné le cancer. Non, mais ça a permis de vendre le produit. C'est pour gagner de l'argent. Et si vous mourrez, eh bien tant pis, c'est comme ça, non? Alors, quand on regarde la chaîne d'approvisionnement militaro-industrielle,
nos contrats militaro-industriels, nos incitations militaro-industrielles. Il y a une incitation d'abord à faire des profits pour tout le monde, le long de la chaîne, pas seulement l'entreprise finale. Chacun doit obtenir sa part. Chacun doit obtenir sa part. C'est ça. United Nations, membre du Congrès, doit obtenir sa part. Le lobbyiste doit toucher sa part. Le général au Pentagone doit toucher la sienne. Puis quand il prend sa retraite, il obtient United Nations poste confortable chez Lockheed Martin et il récupère une autre part. Tout le monde touche sa part. Il faut graisser quelques mains. Il faut des pots de vin, des dessous de table. C'est ça. Tout cet argent doit venir de quelque part. Le missile devient alors insignifiant. On peut afficher l'image d'United Nations missile. Qui se soucie de l'apparence du missile? Qui se soucie qu'il fonctionne? Qui se soucie qu'on le mette à jour? Qui s'en soucie? Qui s'en soucie? Qui s'en soucie? Vous voulez que le missile ait United Nations non cool, comme Tomahawk ou Hellfire? Non. La seule chose que reçoivent les peuples autochtones, ce sont des noms d'armes qui tuent des gens, Apache, Tomahawk. Et les peuples autochtones, dont environ 30% sur leurs réserves, n'ont pas d'eau courante. Peut-on faire quelque chose? Non, on ne peut pas. Mais on peut vendre des Apaches et des Tomahawks. Ils voient leur nom sur les machines de mort qui massacrent des hommes, des femmes et des enfants. Ils sont chanceux, non? En l'honneur des gens qui ont été massacrés, vous savez, à Little Bighorn, pour l'amour de Dieu. Quoi qu'il en soit, voilà mon propos. Je veux dire, à Little Bighorn, Custer a été massacré. Prenons la piste des larmes. Vous voyez ce que je veux dire. Comprenez où je veux en venir. Avant même d'aborder la guerre en Iran, il y a United Nations dysfonctionnement dans le système néolibéral capitaliste, ce système de blanchiment d'argent, de mensonges, de vols et d'escroqueries entièrement axé sur le profit. Il y a United Nations dysfonctionnement, et ce dysfonctionnement, ce n'est pas pour ça qu'ils sont là. Ce dysfonctionnement génère du profit. Pendant ce temps qu'ont fait les Russes ont dit, vous savez, il faut qu'on sache se battre. Donc on va prendre le contrôle de ces entreprises et on va, par l'intermédiaire du Conseil de sécurité nationale, nommer United Nations responsable gouvernemental pour les armements et tout le reste, ce sera géré par l'État. Et, croyez-le ou non, si on examine la chaîne de commandement militaire russe, il y a quelque chose d'intéressant. C'est la capacité d'adaptation. Dans les combats et les conflits militaires, oui, c'est important d'avoir les armes les plus récentes. Absolument, posséder les derniers armements est essentiel. Mais il y a autre chose de crucial. La capacité à s'adapter sur United Nations champ de bataille technologique en évolution. Donc les Russes ont une chaîne de commandement où, sur le terrain, les soldats, quand ils font face à United Nations nouveaux problèmes, United Nations nouveaux drones, United Nations nouveaux types de réseaux, ou que nos drones sont brouillés, etc., ils ont une chaîne de personnes à qui ils peuvent signaler « voici le problème technologique qu'on rencontre ». Ces personnes remontent ensuite l'information jusqu'au complexe militaro-industriel en disant « le soldat sur le terrain », d'accord, et parfois il s'agit d'une femme, le soldat sur le terrain, il expose United Nations problème, ils nous ont dit quel est leur problème et il faut une solution. Ceux du milieu militaire ont des équipes dans le complexe militaro-industriel dont le travail est de trouver au plus vite une solution. On a des drones. Il faut brouiller les drones. Ils brouillent nos drones. Il faut trouver United Nations moyen de contourner le brouillage des drones. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va connecter les drones par câble à fibre optique. Super. Alors, il nous faut beaucoup de câbles à fibre optique. Ok, il nous faut United Nations système d'approvisionnement qui nous fournissent des kilomètres et des kilomètres de câbles à fibre optique parce qu'on ne peut pas brouiller United Nations câbles à fibre optique. En gros, vous brouillez mes drones, je les rends filaires. Mais comment ça marche? Parce que vous avez United Nations système mis en place qui n'est pas destiné à fabriquer United Nations produits. Je veux dire, pour produire quelque chose. Le profit sert à répondre aux obstacles technologiques que pose le champ de bataille. Et c'est efficace, c'est efficient. Mais je ne dis pas que c'est parfait. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de corruption. Je ne sais pas. Peut-être que certains s'en mettent United Nations peu plein les poches. Je dis juste que c'est United Nations système différent quand l'État en est propriétaire. C'est différent. Et d'après ce que je comprends aussi, et comme personne qui est justement en Russie en ce moment, il y a beaucoup de gens en Russie qui travaillent dans le complexe militaro-industriel, en particulier des personnes qui travaillent sur les chaînes de montage et ce genre de choses, mais partout, qui ont le sentiment d'accomplir leur devoir patriotique, se disant « mon pays est en guerre,
Je dois faire de longues heures. Bien sûr, ils sont payés en heures supplémentaires et tout ça, mais je dois faire de longues heures parce que je contribue à l'effort de guerre. Donc on a ça aussi. Surtout, souvenez-vous, une des choses dont je parle à propos de la guerre, c'est, pour obtenir l'adhésion du peuple, il faut qu'ils croient que c'est une guerre juste. Ils doivent croire que la cause est juste. Ils doivent croire que leur gouvernement est en guerre pour les protéger, pour une raison quelconque. Mais ils doivent avoir l'impression que nous sommes assiégés et que mon gouvernement se bat pour me protéger, et que leur mode de vie et leur culture sont en jeu. Si vous obtenez ça, vous obtenez leur adhésion, les gens accepteront de travailler de longues heures. Ils feront de leur mieux pour produire ce qu'il faut, parce qu'ils ont l'impression que le char que je construis ira au front et que je dois soutenir mes hommes et mes femmes au combat. Et d'après mon expérience ici, en Russie, je pense que c'est bien le cas. Donc, je ne dis pas que vous devez être d'accord ou pas d'accord, ce n'est pas mon propos. Il ne s'agit pas de dire qui est bon, mauvais, juste ou non. Je vous décris juste le système. Faites-en ce que vous voulez. Maintenant, une des choses qui s'est produite ici récemment, et c'est intéressant parce que du point de vue militaire, surtout pour les États-Unis ces dernières années, soyons francs, ce sont les États-Unis qui déclenchaient toutes ces guerres. Ce qui se passait, et c'est quelque chose de très mauvais pour les États-Unis. Ce n'était pas bon pour les États-Unis. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'aimais jouer au billard, je ne dis pas que j'étais bon, je ne dis pas non plus que j'étais mauvais, mais je savais jouer. Je veux dire, je ne me ridiculisais pas si je jouais avec des joueurs moyens. J'ai joué avec des joueurs vraiment très bons. Je me faisais battre. Mais si je jouais avec des joueurs moyens, je tenais la route. Parfois ça allait, parfois moins. Mais je m'amusais. Je ne jouais pas pour gagner à tout prix, je jouais pour m'amuser. Mais j'ai découvert quelque chose. Quand je jouais avec des joueurs moyens, je ne m'améliorais pas vraiment. Et quand je jouais contre des gens qui me mettaient une raclée, je devenais meilleur. Ça te force à te concentrer et à jouer autrement, parce que tu sais que tu n'as droit qu'à quelques erreurs. Si tu rates 2 ou 3 coups, lui il va faire la table. Donc tu dois te concentrer sur chaque tir, il n'y a pas de place pour l'erreur, tu vas te faire battre vite. Et ça exige de toi United Nations autre niveau de concentration, non? Quand tu te confrontes à des adversaires qui sont bons, c'est comme au basket. J'ai beaucoup joué au basket, j'adorais ça. C'était mon jeu, non. J'ai joué en ligue et tout le reste. Quand tu joues contre de très bons joueurs, ça améliore ton jeu. Les États-Unis se sont habitués à jouer contre des gens incapables de se défendre. Nous attaquions la Libye, nous attaquions l'Afghanistan, nous attaquions l'Irak. Je veux dire, l'Irak avait beaucoup d'équipements, mais datant des années 50, non? Vous savez, des trucs comme des S-mal 200 ou je ne sais quoi, enfin des systèmes de défense aérienne, ils n'avaient pas grand-chose. Et donc ce qui s'est passé, c'est que vous vous êtes habitué à attaquer des adversaires faibles. Vous savez, des petites dames en basket, quoi. On s'est habitué à malmener des gens qui ne pouvaient pas se défendre, qui n'avaient vraiment pas de technologie militaire efficace, qui avaient du matériel vieux qu'ils ne savaient pas utiliser et qui souvent ne fonctionnait pas. Ils étaient pauvres. On y allait et on frappait l'Irak, la Libye, l'Afghanistan et pourtant on perdait sur le long terme. Et ensuite on se vantait d'être formidable. Regardez ce qu'on a fait. On a vaincu la Libye, l'Irak et tout le reste. Bon, d'accord, on n'affrontait pas vraiment une armée moderne. Mais on combattait quelques United Nations qui n'avaient pas de système de défense antiaérienne efficace. Et ensuite on disait, maintenant on domine les cieux. On contrôlait sans problème l'espace aérien. Et on bombardait qui on voulait, quand bon nous semblait. Et ils ne pouvaient rien y faire. Mais ils n'avaient pas vraiment grand-chose en matière de défense antiaérienne. Donc ils ne pouvaient pas abattre nos missiles. Ils ne pouvaient pas abattre nos avions. On volait simplement, on bombardait. Et on se vantait d'être bon parce qu'on ne combattait personne de vraiment capable. On affrontait des bras cassés. Je ne veux pas manquer de respect à ces armées, mais c'étaient des pays pauvres. Ils n'avaient pas la capacité de se défendre correctement, ils n'avaient tout simplement pas la capacité militaire. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? On les a malmenés. Pendant des années, et on utilisait des porte-avions géants. Pourquoi? Ils n'avaient pas de missiles navire contre navire efficaces. La plupart du temps, ils n'avaient même pas de marine. Alors on amenait United Nations porte-avions, qui était en fait une base mobile. Non, United Nations porte-avions, on le mettait au large. Personne ne tirait dessus. Et on envoyait des avions bombarder, puis revenir.
Le SOS, non. Et eux, ils étaient là sur le porte-avions en train de boire United Nations Café le soir. Décoller, bombarder quelques United Nations dans United Nations espace aérien sans opposition, revenir, poser, boire United Nations Café. C'était à peu près tout. C'était United Nations gros truc. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait 2 ou 3 missions et on revenait. Et quelques United Nations m'apportent United Nations Café chaud. On se fait une partie de poker ce soir, je ne sais pas. C'est ce qu'ils faisaient. Pizza, gâteau, sauce. Et ces porte-avions étaient gigantesques, mais il n'y avait personne pour les affronter. Bon, donc je ne sais pas. À quel point la technologie avait changé, à quel point on était devenu gras et paresseux, à quel point on avait affronté des adversaires incapables. Je suppose que c'était United Nations, peu de tout ça à la fois. C'était United Nations mélange. Nous combattions des gens qui n'étaient pas capables de se défendre et on s'est relâché. Notre technologie a vieilli, mais on n'avait pas besoin de la moderniser parce qu'elle rapportait beaucoup et qu'on n'affrontait personne capable de faire quoi que ce soit avec ce qu'on possédait. Pendant ce temps, l'Iran, la Corée du Nord, la Chine, la Russie, eux devaient craindre qu'on vienne les attaquer. Donc ils modernisaient sans cesse leur technologie, ils ont dû payer pour améliorer leurs capacités, et, voici l'autre aspect, et c'est important. United Nations des moteurs de notre complexe militaro-industriel, c'était l'aviation. Pourquoi? Parce que les avions coûtent très cher et nous n'avons fait qu'augmenter encore et encore leur prix. Haute technologie et coûteux, on allait dominer, les gars. C'est ce qu'on allait faire. On allait dominer et produire des avions de plus en plus sophistiqués et de plus en plus coûteux. Et c'est comme ça qu'on livre nos munitions. On survole la zone, on largue nos munitions, puis on rentre. Ou on peut utiliser des armes à longue portée, je veux dire des missiles et ce genre de choses. D'accord, j'en ai déjà parlé. D'autres pays se disaient que construire des avions c'est trop cher, alors ils n'allaient pas en produire autant qu'eux. Certains pays comme la Russie pouvaient produire beaucoup d'avions, des chasseurs très puissants et tout ça. D'autres pouvaient en construire quelques-uns mais pas autant que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Alors ils se sont dit, on n'essaiera même pas, on va se concentrer sur la défense aérienne. Ils se sont donc attachés à améliorer leur défense aérienne. C'est United Nations des points sur lesquels ils ont travaillé. Améliorer la défense aérienne parce qu'ils savaient que nous voulions le contrôle du ciel pour pouvoir les bombarder à volonté. Ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas leur laisser le contrôle des cieux, sinon ils feraient ce qu'ils voulaient. Il fallait donc avoir une bonne défense aérienne. Ils se sont organisés pour améliorer leur défense aérienne collectivement. La Russie a vraiment déployé de nombreux systèmes de défense aérienne et l'Iran, franchement, a récupéré du matériel russe. Ils ont aussi des imitations du matériel russe, ils ont des systèmes de défense aérienne indigènes, puis ils ont ces missiles solaires portables à l'épaule. Ce sont des systèmes de défense anti-aérienne portables, vous voyez, on peut les porter sur l'épaule. Certains ont United Nations Visor, vous voyez, et on le porte sur l'épaule. Quand tu vois l'avion, ils ont United Nations capteur infrarouge, United Nations détecteur de chaleur. L'avion dégage de la chaleur, donc au lieu d'utiliser le radar, tu verrouilles la cible. Quand tu le vois, tu verrouilles. Le missile se cale sur la signature thermique et va se rapprocher de l'avion autant que possible, puis il explose. Une pluie d'éclats frappe l'avion et lui cause des dégâts. Ça ne le fait pas forcément tomber, peut-être que oui, mais en tout cas ça endommage l'appareil. Parfois l'avion s'écrase, ou il a beaucoup de mal à revenir, le pilote peut être blessé, des blessures par éclat et tout ça. Ça explose, il y a beaucoup d'éclats, et c'est ce que tu veux. Tu veux neutraliser l'avion du mieux possible. Alors, la Russie, je veux dire pardon, l'Iran en a beaucoup. Il me semble qu'à United Nations, moment donné, ils ont reçu environ 500 de Russie et ils en avaient déjà beaucoup. Donc ils traînent United Nations peu partout et ces types ont des missiles Solvo-Air portables. Et si jamais ils voient United Nations avion, ils peuvent tirer dessus, le faire sortir du ciel ou lui causer des dégâts, tu vois? Ça a déjà touché des appareils. Bref, ils en ont. Et c'est bon marché. Donc, ici tu as United Nations avion à 120 ou 150 millions de dollars et United Nations système de défense aérienne à 10 ou 20 000 dollars qui là-bas, avec des missiles à 5 000 dollars pièce. C'est disproportionné. C'est United Nations, autre volet. Autrement dit, il te coûte bien plus cher de construire l'avion que ça ne m'en coûte pour fabriquer United Nations missiles pour l'abattre. J'ai le système. Une fois le système en place, il me suffit de continuer à tirer des missiles.
Alors, combien coûte chaque missile? Et à chaque fois, j'en tire 2 sur toi. Qu'est-ce que ça peut me faire? J'essaye d'abattre ton avion. Bref, on continue. Tu vois où je veux en venir. Il y avait déjà des facteurs qui rendaient la situation déséquilibrée. D'accord, ça a mis d'autres pays en position d'avantage, parce qu'ils opéraient à partir de plateformes moins chères et avec United Nations System qui n'était pas axé sur le profit. Ils pouvaient éliminer le profit. Imagine si tu pouvais tout acheter au prix de revient. Imagine acheter des chemises pour ce que ça coûte réellement à l'entreprise pour les fabriquer. J'ai lu United Nations truc sur Nike. Tu te souviens quand on parlait des droits de douane? C'est là qu'ils l'ont découvert, tu sais, ces chaussures Nike à $100 et plus. Ils ne se souciaient pas vraiment des droits de douane parce que les chaussures arrivaient et on payait les droits sur la valeur des Nike. Donc tu achètes une paire d'Air Jordan pour $220, non? Elles arrivaient pour $20. Donc ils ont payé des droits sur $20. Donc si c'était 10%, ils payaient $2 de droits. Qu'est-ce que ça leur faisait? Ces Nike arrivaient. Ces Air Jordan arrivaient sur les côtes et ils devaient payer $2 de droits. Ils les vendaient à $220, non? Donc, ils s'en fichaient, c'était 10 fois le coût de fabrication en bénéfice. Alors, si on avait mis 100% de droits, ça n'aurait rien changé pour eux. Ils auraient quand même réalisé le bénéfice. Donc, ils allaient toucher 180 coûte 10% de profit au lieu de 200%. Enfin, tu vois? Bref, disons 180% de bénéfice. Ce que je veux dire, si tu achètes tes fournitures et que tout ce que tu produis, tes chars, tout le reste, se vend avec une marge, tu peux en fabriquer davantage. Tu peux donc en avoir plus. Premièrement. Deuxièmement, les États humains se concentrent toujours sur les navires de surface, non? On a des navires de surface. De la même façon pour les avions, on se dit qu'on va en construire beaucoup. Ils sont très chers. Beaucoup d'acteurs y gagnent et ensuite on peut vous survoler grâce à notre aviation. Mais si on ne le fait pas, on est en difficulté. C'est pareil pour les navires de surface. Le porte-avions USS Gerald Ford a coûté 13 milliards de dollars. 13 milliards de dollars pour United Nations, seul navire de surface. Maintenant, laissez-moi lire ce qu'on a, vous en avez peut-être entendu parler. Presse TV. Le président des États-Unis, Donald Trump, aurait détaillé comment le plus grand porte-avions du monde, l'USS Gerald Ford, a été attaqué de manière coordonnée depuis 17 directions par les forces armées iraniennes dans la mer Rouge. Now, let me read what we've got, and you might have heard about it. Press TV. U.S. President Donald Trump has reportedly detailed how the world's largest aircraft carrier, the USS Gerald Ford, came under a coordinated 17-angle attack by Iranian armed forces in the Red Sea. Lors du United Nations discours à United Nations Forum d'investissement saoudien à Miami vendredi, Trump a décrit les instants précédant l'attaque comme une situation grave pour la marine des États-Unis. Il a dit que les forces navales étaient prêtes, mais que l'intensité de l'attaque des forces navales iraniennes a rapidement aggravé la situation. Il était 1 heure du matin, a dit Trump, quand le navire de guerre a été attaqué depuis 17 directions différentes. Nous savions qu'on était en difficulté, a affirmé le président. Ils étaient ici, ils étaient là-bas. Nous avons fui pour sauver nos vies. C'était fini, a dit Trump, citant l'United Nations de ses commandants de la marine qui se trouvaient à bord au moment de l'attaque. Le porte-avions le plus avancé et le plus grand de la marine des États-Unis, déployé en Asie de l'Ouest avant l'agression militaire conjointe des États-Unis contre l'Iran, a été en proie aux flammes plus tôt ce mois-ci. Après l'incident, le porte-avions s'est retiré de ses positions vers l'île grecque de Crète, tandis que le Pentagone tentait de présenter ce repli comme United Nations simple incident. Bon, que s'est-il passé? Trump prend maintenant la parole. Souvenez-vous de ce qu'on nous a dit. Incendie dans la buanderie. Incendie dans la buanderie, et ils ont lutté pendant 30 heures. Bon, que dit Trump? Ce qu'on est censé croire, c'est que ce porte-avions à European Union, United Nations, incendie dans la buanderie. Mais Trump dit que ce navire, soi-disant victime d'United Nations incendie de buanderie, a été attaqué depuis 17 directions différentes. On dirait que c'est venu de nulle part. Ils ont dit « Oh mon Dieu ». En fait, Trump a dit quelque chose comme « Ils ont tiré 100 United Nations drones et missiles sur ce porte-avions, non ?» Alors,
Qu'ont-ils fait? Ils ont inondé la zone. C'est ce qu'ils font. C'est facile. Ils ont submergé la capacité du navire à se défendre, n'est-ce pas? Ils ont inondé la zone. Ils se sont dit, essayons de comprendre. Ils pouvaient sans doute estimer, d'après les données disponibles, combien de cibles cet engin pouvait suivre et engager en même temps. Et ils en ont envoyé davantage. C'est du genre, j'envoie, je sais faire des maths. Si vous pouvez suivre et vous défendre contre 80 cibles, il me suffit d'en envoyer 80 United Nations, non. Mais moi j'enverrai 100 United Nations. Donc apparemment Trump a évoqué ce nombre. 100 United Nations, missiles et drones. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils arrivent en grand nombre. Et il a dit depuis 17 directions différentes. Eh bien, devinez quoi? Tous ces drones arrivent dans cette direction, non, mais ensuite, vous programmez. Donc certains vont par ici, d'autres vont par là, d'autres vont ailleurs. Ils ajustent leur vitesse pour converger, venant de tous les angles. Alors, qu'est-ce que vous avez? Des missiles et des drones. Vous êtes là, au milieu. Des missiles et des drones vous foncent dessus de toutes parts en même temps. Vous pouvez en abattre beaucoup d'entre eux. Vous pouvez en abattre la plupart. Et si 5 d'entre eux vous touchent, et si vous avez United Nations taux d'approbation de 95%, vous vous faites toucher par 5 ou 6 drones, ou par 2 missiles et 3 drones, ou par United Nations missiles et 5 drones, peu importe. Vous êtes touché, vous allez subir des dégâts. Donc on est censé croire que, une nuit donnée, ou la nuit en question, les Iraniens ont attaqué ce navire avec 100 United Nations drones, selon les gens à bord, on fuyait pour nos vies, d'accord? Ça tient, vous êtes en zone de guerre. On vous attaque avec des drones et des missiles et vous fuyez pour sauver vos vies, d'accord? Et ensuite, vous avez European Union, United Nations, malencontreux incendie dans la buanderie que vous avez combattu pendant 30 heures. Certains marins ont été blessés aussi, dit-on. Et maintenant le navire est hors service pour au moins 12 à 14 mois. Ça pourrait être bien plus. Bon sang, en sport, ST, Peurs, Blil, d'accord. Bon sang en sport, os, ois. Por, un fort, os, ois, 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 ois. Le feu dans la buanderie, je ne sais pas, est juste survenu par coïncidence quand vous avez été attaqué par 100 United Nations missiles et drones. C'est United Nations, peu difficile à croire. Donald Trump a vendu la mèche. Et je pense qu'il souffre de démence, parce que je pense qu'ils avaient probablement décidé de ne pas révéler ça. Et dès que ce fichu type s'est mis à parler, il a tout craché, parce qu'il ne sait pas qu'on attend de lui qu'il garde sa foutue bouche fermée. Donc il ne peut pas maintenir l'histoire qu'on lui a demandé de raconter. Donc maintenant, ça sort et ça devait être United Nations, simple incendie, dans la buanderie Trump. Mais ce n'est plus le cas, et maintenant on a appris quelque chose. Si c'était dans l'armée russe, vous savez ce qu'il dirait? C'est beaucoup d'argent. Il dirait « Non, ne ramenez pas cet engin dans 12 à 14 mois, ce sont 13 milliards de dollars qui ont été gaspillés. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est une cible toute trouvée de nos jours. » Maintenant, la chaîne Cable News Network a fait quelques articles et d'autres médias, je crois que Reuters ou quelques United Nations en a publié United Nations, et ils posent la question. Et la réponse est oui. L'ère du super porte-avions est-elle terminée? Eh bien, on pourrait le formuler comme ça. On pourrait dire que l'ère du super porte-avions est révolue, ou qu'au contraire, l'ère du missile est arrivée. Si vous avez United Nations super porte-avions et que j'ai des missiles et des drones capables de neutraliser United Nations super porte-avions, ce n'est pas le super porte-avions le problème. C'est une question de missiles et de drones. Et comment vaincre des missiles et des drones quand je peux vous en lancer davantage? Je peux vous envoyer plus de missiles et de drones que vous ne pouvez en abattre. Et ils sont bon marché. Et ils ne me coûtent pas 13 milliards de dollars. Et combien ça va coûter pour réparer ce navire? Des centaines de millions. Des centaines de millions de dollars. Et il a déjà des problèmes. Il a une sorte de système d'égout bizarre qui ne marche pas. Et même s'il fonctionne, avec quoi allez-vous vous en servir pour combattre? Voilà ce que je veux dire. Deux choses. Quand je disais qu'il y avait United Nations basculement militaire mondial, ça en fait partie. L'autre aspect, c'est que les États-Unis ont monté d'United Nations cran l'escalade. Ils voulaient combattre, tu sais, ces petits pays minuscules pour s'emparer facilement de leurs ressources et les vaincre. D'accord. Mais maintenant, les États-Unis tentent de mettre en œuvre ce qu'on appelle la doctrine Wolfowitz. Autrement dit,
Aucun autre pays ne doit monter en puissance au point de menacer notre suprématie. Sauf que maintenant, de grands pays montent en puissance. Et maintenant, il faut affronter militairement les poids lourds. Il faut être prêt à se battre. Et l'Iran est justement l'United Nations de ces poids lourds. Donc les tactiques que vous utilisiez contre les amateurs, contre les pays faibles, ne fonctionneront pas contre ces États. Vous allez vous faire écraser si vous affrontez l'Iran de la même façon. N'amenez pas ça, c'est ce que disait le nouveau taureau quand quelques United Nations venait essayer de bloquer le tir. Non, 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 pas chez moi. Exact, c'est ça. Écoute, n'amène pas ce genre de faiblesse ici. Ne ramène pas ça ici. D'accord. Non. Tu veux United Nations super porte-avions. Tu l'utilises contre la Libye. Super porte-avions. Tu l'utilises contre le Venezuela. Tu sers ce super porte-avions contre tel ou tel pays. Tu l'amènes ici. On va le réduire en miettes. Après, le Rock a dit, tu amènes ce super porte-avions ici et on va le réduire en miettes. Tu ferais mieux de le récupérer et de l'utiliser la prochaine fois que tu te bats en Afghanistan. Tu l'amènes contre nous. On va s'en occuper, hein? Et c'est ce qui s'est passé. Bah, ils ont envoyé Cayman avec le super porte-avions contre United Nations pays qui possède des super missiles. Et ils ont dit, c'est grand, c'est lent et c'est disponible. Et ça ne va tout simplement pas fonctionner. Ce n'est pas, écoute Stanley, le bon outil pour le bon travail. Le super porte-avions n'est pas l'outil adapté si le pays est plus grand que, tu sais, je ne sais pas, le Luxembourg. Si tu as United Nations pays avec une marine moderne, des missiles anti-navires, une défense aérienne moderne, rien de tout ça ne marchera. Et ce que l'Iran a fait, c'est développer une force aérienne sans pilote. C'est tout. Ils ont dit, nous connaissons beaucoup de missiles solaires. D'abord, si on utilise des avions, ils sont plus lents. Les missiles sont plus rapides. Ils peuvent monter dans l'espace où tu ne peux pas les abattre, puis redescendre et t'atteindre au dernier moment. Et certains seront des drones. Et ça prendra toutes sortes de formes étranges. Tu sais, certains de ces drones ont une signature radar à peine plus grosse que celle d'United Nations, gros oiseau. Donc le radar ne le voit pas vraiment. Et il vole vraiment, vraiment bas. Il est assez lent, assez bas et il bourdonne. Et le radar ne le détecte pas comme une menace. Vous voyez United Nations seul arriver et le radar ne le prend pas pour une menace. Et s'il le détectait, avec combien de missiles pourriez-vous abattre des drones à 20 000 $ avant d'épuiser vos missiles, alors que ils ne manqueront pas de drones à 20 000 $. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut trouver United Nations moyen de traiter le problème des drones. Il faut éviter de présenter de grosses cibles. Et bien sûr, à l'époque, on avait toutes ces bases, et toutes ces bases sont des cibles. Les grosses installations font de grosses cibles. Les règles d'engagement militaire dans le monde ne sont plus ce qu'elles étaient. Et peut-être qu'elles ne l'ont jamais été. Peut-être que les États-Unis affrontaient des adversaires qui n'avaient pas les capacités technologiques actuelles. Et maintenant que vous affrontez des gens qui possèdent ces technologies, vous ne pouvez plus vous permettre d'amener ce genre de matériel fragile. Nos navires zigzaguent partout pour tenter d'esquiver les missiles. Maintenant, ils en envoient United Nations. Autre, United Nations super porte-avions. Pourquoi faire? Où allez-vous mettre cet autre super porte-avions? Vous allez les mettre en danger? Ils l'ont. Comment ça s'appelle? Des drones de surface, rien d'autre qu'United Nations bateau, United Nations bateau sans équipage chargé de... C'est tout. Ils ont United Nations bateau sans équipage chargé d'explosifs. Buddha's Wagon. Vous savez ce qu'est Buddha's Wagon? C'était United Nations livre. Et j'ai dû le lire quand j'ai suivi une formation sur les engins explosifs improvisés montés sur véhicules. Engine explosif improvisé transporté par véhicule. J'ai suivi une formation sur les voitures piégées. United Nations, agent retraité de la Central Intelligence Agency, a en fait donné le cours. Et j'ai suivi ce cours. Et il fallait lire United Nations livre, intitulé Buddha's Wagon. Et il y avait United Nations gars, dont le nom de famille était Buddha, B-U-D-A. Et dans les années 1920, il en voulait à Wall Street. Imaginez, il était temps. Il a pris United Nations chariot chargé d'explosifs, l'a amené à Wall Street et l'a fait exploser parce qu'il jugeait les gens de Wall Street mauvais. Il n'était pas complètement stupide, non. Et cela a lancé l'histoire des voitures piégées. C'est ce que je veux dire. Et il a inventé une nouvelle méthode. United Nations chariot rempli d'explosifs. Je m'approche, je le fais exploser. Et maintenant, ce que rencontrent les États-Unis, c'est une nouvelle combinaison de facteurs. United Nations 2, ce sont les drones, qui sont assez simples. Vous savez, on les rend en quelque sorte autonomes. On y met des explosifs. On les rend programmables.
Tu leur donnes divers moyens de navigation. Réfléchis-y. Voilà, cet engin va voler. Il a United Nations système de navigation. Certains ont United Nations petit moteur 2 temps de moto, tu vois. Et ils ne sont pas assez rapides pour décoller tout seuls. Donc ces drones ont une petite fusée pour décoller. Une fois qu'ils ont pris de la vitesse, ce moteur s'enclenche et hop, ils s'envolent. Ils ont genre 100 livres d'explosifs. 100 livres d'explosifs puissants. Crois-moi, si tu te prends 100 livres d'explosifs, ça te réveille. On peut faire énormément de dégâts avec 100 livres d'explosifs. Et ils n'ont pas besoin de carburant pour revenir. Une fois que ça brûle, t'es fini. Il leur faut juste assez pour atteindre l'endroit où ils vont, et apparemment ce gros navire faisait face à ce genre d'attaque. Et maintenant, militairement, les États-Unis doivent repenser les choses. Mais voilà le problème avec l'évolution technologique sur le champ de bataille. Il y a quelque chose qu'il faut envisager comme une possibilité réelle. Et si, l'évolution technologique, la capacité désormais de United Nations pays comme l'Iran à se défendre avec des missiles et des drones, à fabriquer des missiles et des drones, à les stocker, à les cacher dans des montagnes, toutes ces manières de les dissimuler aux forces aériennes ou aux frappes de missiles, tout ça, tu vois. Et si cette capacité signifie que, pour une puissance impériale, disons une nation qui veut projeter sa force militaire partout dans le monde, qui te dit à 7000 miles d'ici que tu dois faire ce qu'on te dit, sinon on envoie nos forces militaires jusqu'à tes côtes et on t'élimine, on le fera par la force aérienne. Et si le changement technologique signifie en fait que ce n'est peut-être plus possible. Tu vois, c'est ce que je pense. Je ne pense pas que ça veuille dire qu'on est tellement en retard technologiquement qu'on en soit resté à l'époque des chevaux et des carrioles. Sur certains points, oui, seulement à cause de ce que nous visons. D'accord? Et ce que je veux dire, c'est ceci. Si notre but est de nous protéger d'envahisseurs, on a déjà United Nations avantage considérable. Comme disait toujours mon instructeur de self-défense, ils ne peuvent pas te toucher si tu n'es pas là. Si tu vois des problèmes, par exemple dans United Nations Bar, si des gens commencent à se disputer, barre-toi. Tu sens que ça va dégénérer, fous le camp. Si quelques United Nations commence à te chercher, à t'insulter, laisse tomber, pars. Tu n'as pas à bloquer United Nations coup si tu n'es pas là quand quelques United Nations se le porte. Tu n'as pas à esquiver une balle si tu n'es pas là quand des gens commencent à tirer. Ils ne peuvent pas te toucher si tu n'es pas là. Donc, premier point. Nous bénéficions de l'avantage d'être absents. Nous sommes à des milliers de kilomètres. Comme on dit, tu m'as entendu le dire United Nations millions de fois. Bon, pas vraiment, mais presque. L'Amérique est United Nations, pays, sans puissance significative, ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. On est tellement loin que personne ne viendra nous chercher. Ce n'est pas vraiment possible. Il faudrait débarquer sur nos côtes et nous attaquer depuis la mer. Et on peut facilement défendre nos côtes. On devrait en être capable. D'accord. Contre de gros navires qui approchent, on a des sous-marins et tout ça. Donc on devrait facilement pouvoir repousser de gros navires. Donc en réalité, on n'aurait pas besoin de dépenser des fortunes pour l'armée, mais on le fait. Pourquoi? Parce qu'on veut projeter notre force militaire. On veut venir chez toi et te forcer à faire ce qu'on veut. Et surtout, c'est « donne-nous tout ce que tu as, sinon on te tue ». C'est principalement ça. On veut vous forcer à faire ce qu'on veut. Qu'est ce que c'est? Donnez-nous tout ce que vous avez et on vous tue. C'est du vol à main armée, de la piraterie, et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc on va projeter une puissance militaire expéditionnaire dans diverses régions du monde. Et parce que les guerres et opérations militaires auxquelles on participe ne sont pas justifiées, on ne peut pas expliquer au peuple américain pourquoi on le fait. Il faut leur mentir. On ne peut pas leur dire qu'on le fait parce qu'on veut voler les affaires de ces gens. Il faut mentir et leur trouver une autre raison. D'accord.
Donc on ne peut pas construire une grande armée de terre et mener des combats terrestres. De plus, si on le faisait, nos lignes d'approvisionnement seraient trop longues. On irait mener des combats terrestres aux quatre coins du monde. Nos lignes d'approvisionnement iraient d'ici jusqu'à là-bas. Ce serait trop cher, trop compliqué. Ensuite, il faudrait maintenir une armée d'occupation. Ce n'est tout simplement pas réalisable. Et on perdrait beaucoup de monde et il faudrait convaincre les Américains. C'est tout simplement impossible. C'est beaucoup plus simple de dire « on vous survole, on vous bombarde et on n'aura pas de pertes ». C'est la seule façon d'agir comme United Nations Empire, tout en convainquant le peuple américain que ce n'est pas le cas. On est désavantagé, il faut qu'on mente à notre population pendant qu'on y est. On doit éviter les pertes, parce que notre guerre n'est ni morale ni juste. Et donc les Américains n'acceptent pas les pertes, parce qu'ils ne voient pas pourquoi on devrait être là. Alors on doit dire qu'on est là pour apporter la démocratie ou une connerie du genre, ou pour protéger le peuple, protéger les manifestants. Je veux dire, faut être vraiment stupide pour croire ça, mais il y a des gens assez stupides pour y croire. Ou bien quatre trucs différents. Pourquoi êtes-vous là pour les empêcher d'avoir des armes nucléaires? Ah bon? Les empêcher d'avoir des armes nucléaires pour protéger les manifestants? Ah bon? Pour protéger les manifestants? Missiles balistiques? Et les missiles balistiques? Je ne sais pas. On peut revenir aux manifestants. Peu importe. Il faut qu'on vous donne 4 raisons différentes pour expliquer pourquoi on est là. Parce que ce ne sont que des mensonges. Parce qu'on est là pour tout piller. À chaque fois, on est là pour voler et s'emparer de leur pétrole, renverser leur gouvernement et tout le reste. Et on ne peut pas le dire. Donc on doit dire qu'on sauve les manifestants et qu'on apporte la démocratie. D'autres choses que les idiots croient. Les idiots croient ça. Mais pas nous, toi et moi, parce qu'on sait mieux. Et maintenant que des pays peuvent nous défier militairement, à prix cassé. C'est ça. Tu peux aller à Walmart, acheter des drones et empêcher une puissance impériale d'arriver sur tes côtes pour te tuer et te prendre tes affaires. C'est ça. Tu peux construire, comment ils s'appellent déjà? Des Shahids. Les Russes les appellent Jurons, Géranium, Jurons, des drones, Jurons. Et ils partagent leurs drones. Ils se les prêtent. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes combattent et les Iraniens disent « Hé, on a des Shahids !» Et les Russes répondent « On est à court !» Alors les Russes commencent à prendre des Shahids, à en acheter aux Iraniens. Et ils se mettent United Nations peut à en faire du commerce et s'en procurent. Et, tu sais, les Russes sont plutôt bons en technologie. Ils prennent ces drones et les améliorent. Et ensuite, les Iraniens disent « Ce serait bien d'avoir du matos russe. » Facile mon pote, je te couvre mec. On est bon. Tiens, United Nations Cargo rempli de ces drones améliorés. Donc ils se refilent leurs drones, te mettent la raclée avec, et en envoient 100 contre tes porte-avions depuis 17 directions différentes. Et les gens fuient pour sauver leur peau. Et ensuite, tout à coup, ils ont United Nations incendie dans la buanderie. Et voilà. Donc maintenant, tu perds des navires à cause d'incendies de buanderie. Quelques United Nations a dû laver United Nations missiles et United Nations drones géranium dans la buanderie. Ne lavez pas vos drones géranium dans la buanderie et vont... Et en plus, en même temps, certaines bases ont été frappées. Apparemment, une autre base a été touchée en Arabie Saoudite et il semble que plusieurs avions très coûteux y aient été endommagés. Je crois que c'était des E-3 Sentry, United Nations avions de détection et de contrôle aéroportés. Les E-3 Sentry sont en fait des avions de détection et de contrôle aéroportés. Donc apparemment, il y avait tout United Nations tas d'avions. Ce sont les avions les yeux dans le ciel. Ces avions qui ont toute cette technologie, qui volent là-haut, captent plein d'informations et te donnent toutes ces données. Et tu utilises ces données pour le ciblage, pour savoir qui arrive, ce genre de choses, non? Eh bien, apparemment, les Iraniens, pour une raison ou une autre, s'appuyant probablement sur du renseignement, de surveillance et de reconnaissance depuis l'espace, ont repéré United Nations tas de ces avions sur une piste d'aéroport, ont envoyé quelques vieux missiles et les ont frappés, parce que ces missiles ne coûtent pas cher, et ils en ont plein. Et donc maintenant, ce que les États-Unis doivent faire, voilà notre problème. Il faut revoir tout notre complexe militaro-industriel, passer d'une stratégie basée sur des navires géants, des porte-avions énormes et des avions très coûteux, à des drones pas chers et en grand nombre. Le seul problème, c'est que de leur côté, ils sont chez eux, ils les lancent depuis leur propre espace aérien, pas besoin de les transporter,
Si nous avions autant de drones que, disons, l'Iran, il faudrait les acheminer jusqu'en Iran parce que nous ne sommes pas chez nous, ce qui veut dire qu'il faudrait encore les mettre sur des navires et les amener dans la zone, et l'Iran pourrait attaquer ces navires. C'est le problème des forces expéditionnaires. Elles sont vulnérables. C'est le problème d'avoir une longue ligne d'approvisionnement d'ici jusqu'à l'Iran et Mariette. Je pense que l'Iran possède des forces sous-marines et qu'il améliore sa technologie de sous-marin. Apparemment, les Nord-Coréens ont maintenant des sous-marins nucléaires. Je suis assez sûr qu'ils obtiennent la technologie des Russes. Et s'ils sont basés sur les sous-marins de classe Yazin, ce sont parmi les meilleurs sous-marins du... Donc, ça veut dire que si vous voulez attaquer la Corée du Nord, ils pourraient neutraliser vos navires dès qu'ils entrent dans le Pacifique. Ils peuvent être au large des côtes, ils peuvent être n'importe où. Donc maintenant, vous n'avez aucune idée d'où ces trucs se trouvent. Et si vous commencez à envoyer des navires de ravitaillement ou des porte-avions, ils ont en fait des sous-marins nucléaires de classe Yazin qui chassent vos navires. Vous avez United Nations problème. Encore une fois, d'autres peuvent égaler votre technologie. Mais rappelez-vous une chose, United Nations navires, United Nations avions ou United Nations sous-marins ne sont que des plateformes. Ce n'est que ça. C'est la plateforme depuis laquelle vous tirez. Qu'est-ce que vous y lancez? Le problème, c'est qu'on a des Tomahawk. Ils sont vieillissants. Et d'autres missiles sont vieillissants. Ce ne sont pas des missiles hypersoniques. Nos missiles sont dépassés. Ils peuvent être abattus. Ils peuvent être efficaces, mais ils ne valent pas le nouveau matériel hypersonique. Apparemment, nous n'avons pas ces types de missiles. Ces missiles à tête multiple. L'Iran utilise des systèmes très sophistiqués. Ces missiles à tête multiple, qu'ils appellent des missiles dansants, qui se déplacent dans tous les sens, mec. Et ensuite, ils combinent tout ça avec des drones et d'autres missiles, et tout le reste. Leur technologie de missiles dépasse de loin la nôtre. Est missile à des sons sépexistes et rend lessiques. Donc, même nos plateformes, certaines sont plutôt bonnes. Mais ce sont des plateformes vulnérables. Navires, avions, tout ça, c'est vulnérable et coûteux. Mais même alors, qu'est-ce qu'on a? Des Tomahawk et quelques autres missiles différents que l'on peut tirer. Et à mesure que leur défense aérienne s'améliore et qu'elles peuvent mieux abattre ces missiles, il nous faut des armes bien meilleures. Mais il faut qu'on puisse vous les acheminer. Donc mon point, c'est que le monde, la technologie militaire évolue, mais le contexte change de façon à rendre extrêmement difficile le rôle de puissance impériale projetée de la force militaire à longue distance de ses côtes. Il devient très difficile d'envoyer United Nations avions, de déployer United Nations porte-avions ou United Nations destroyers à l'autre bout du monde pour attaquer United Nations pays qui disposent aujourd'hui d'une technologie importante. Et je ne pense pas, nos porte-avions peuvent s'approcher à moins de 1000 km de ces côtes, mec. Je ne pense pas qu'il soit prudent de s'approcher à moins de 1000 km. Même à 1000 km, vous verrez probablement des drones et des missiles venir de 17 directions différentes. Il n'y a aucun endroit sûr. C'est la réalité. Les États-Unis se trouvent donc dans une situation qu'ils ont apprise à leurs dépens. On a dit, on va éliminer l'Iran. Et l'Iran a répondu, si vous le faites, je vous donnerai United Nations coup direct entre les jambes. Et nous, on a dit, tu ne peux pas nous frapper là. Et l'Iran a dit, peut-être que je le peux. Je ne sais pas. On verra. Si tu viens faire le malin, si tu viens fouiner par ici, on va s'en rendre compte. Quelque chose. Je peux viser ta rotule. Je te donne United Nations coup dans la rotule. Je te frappe à l'intérieur de la cheville. Ça fait mal. Je peux essayer de te donner United Nations coup dans l'aine. Je te frappe quelque part. Il y a plein d'endroits. Mais de la taille vers le bas, je peux te frapper à plusieurs endroits et te blesser. Tentons le coup. Et les Américains ont dit, oui, bonne idée, allons-y. Et ils l'ont appris. Ils ont joué avec le feu, comme l'a dit Pete Hegseth. Ils ont joué avec le feu et ils l'ont découvert. Et maintenant, ils sont dans une situation où le monde entier les regarde en se disant, tout le monde sait maintenant, le chat est sorti du sac. Et maintenant, d'autres pays, la Russie et la Chine, disent, si eux peuvent dévaster vos bases avec des missiles, ce qu'ils peuvent infliger à ces bases si rapidement, elles sont toutes prises pour cible.
Donc on est dans une situation où, pour être honnête, les États-Unis ont perdu le contrôle du récit. Nous n'avions de toute façon pas la suprématie militaire, mais nous avons perdu le récit. Maintenant, nous n'avons plus le récit de la suprématie militaire. Qui, aux États-Unis, va s'en prendre à cela? Dernière question, les Américains vont-ils l'accepter? Ils vont dire, si les États-Unis disent oui, nous allons attaquer Amphibia, je vais inventer le nom d'United Nations pays. Devine quoi? Le peuple américain va dire, tu ferais mieux de ne pas. Ce pays que nous avons attaqué nous a donné United Nations coup dans l'aine. Tu ferais mieux de ne pas les attaquer. Je ne sais pas ce que ces gens ont. Ils ont peut-être des drones et ils pourraient nous attaquer. On pourrait avoir United Nations, autre incendie de buanderie. On ne veut pas mourir dans des incendies de buanderie. Non, le peuple américain ne veut plus de guerre. Ils savent ce qu'est la douleur. Les Américains disent « Dégage Jack » et ne reviens plus jamais, plus jamais, plus jamais. C'est là où nous en sommes. Donc nous sommes face à United Nations, ensemble de choses, pas vrai? Nous faisons face à des puissances militaires plus fortes maintenant. Parce que nous allons affronter les gros bras, non? Nous avons du mal à projeter notre puissance avec de grands navires de surface qui sont vulnérables aux attaques. Nous avons une technologie militaire des années 1990 et elle n'est pas efficace sur le champ de bataille moderne. Qu'est-ce au fort? Nous avons des matériels très coûteux. On en fabrique peu et ils doivent faire face à beaucoup d'équipements bon marché. La dynamique, si vous mettez tout ça ensemble, comme j'aime le dire, soit chacune de ces choses prises séparément est United Nations désastre. Réunies, ces choses sont catastrophiques pour United Nations, pays qui veut être la puissance militaire mondiale. Nous ne sommes plus la première puissance militaire mondiale, pas même de près. Et il y a pire encore. On voit que les équipages du Gerald Ford et d'autres bâtiments de la marine en ont ras-le-bol. Ils ne font que m'envoyer en mer et ne me laissent jamais rentrer chez moi. On est en mer depuis 10 mois. Je veux rentrer. Et si je m'en sors, je ne ferai pas 4 ans de plus. Je m'en vais. Si vous êtes engagé pour 4 ans, vous avez 4 ans en actif et 2 ans en réserve, ce qui veut dire qu'ils peuvent vous rappeler. Donc ça fait 6 ans en pratique. Ils peuvent dire que vous êtes libéré au bout de 2 ans, puis vous réactivez et vous forcez à faire les 6 ans. Mais voilà le fond du problème. Quand ils partent, ils ne reviennent pas. Et devinez quoi? Les États-Unis ont même augmenté l'âge limite pour s'engager dans l'armée jusqu'à 42 ans. Pourquoi? Parce que personne ne veut faire l'armée. Alors, maintenant, on va avoir quoi? Une armée technologiquement inférieure, incapable de protéger, trop chère et qui fonctionne mal, éparpillée partout dans le monde, dans United Nations environnement technologique hostile. On ne pourra pas rétablir la conscription, les gens exploseraient si on le faisait. Et tout le monde quitte l'armée, d'une part parce qu'ils ne veulent pas mourir, d'autre part parce que ce qu'on a ne marche pas, qu'ils sont surutilisés, surmenés et mis en danger et qu'ils n'aiment pas ça. C'est United Nations peu la fin d'United Nations Empire, non? Si vous mettez tout ça ensemble, c'est la fin de l'Empire. Si votre modèle repose sur la violence et la domination, dès que vous perdez la capacité d'appliquer cette violence pour dominer, vous ne valez plus rien. C'est là où nous en sommes. C'est fini. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, peut-être que c'était moi, j'avais dit que si les États-Unis attaquaient l'Iran, l'Empire serait fini. Si les États-Unis attaquent l'Iran, c'est fini. Les États-Unis ont attaqué l'Iran. C'est la fin de l'Empire. Donc l'impérialisme américain, ce n'est pas que nous ne pouvons plus rien faire, mais nous ne pouvons plus faire ce qu'on faisait avant. Et il n'y a pas de solution facile. Vous allez dire quoi? On va leur balancer une bombe nucléaire. Et après, si vous larguez une bombe nucléaire sur l'Iran, ils vont raser tout dans la région. Ils répondront en disant « Ah oui, dans ce cas, autant tout détruire. D'abord Israël, ensuite l'Arabie Saoudite, toutes leurs infrastructures pétrolières,
toute leur infrastructure d'eau, all of their tout sera water anéanti. infrastructure, everything is gone. On rendrait la région We will make this inhabitable, region ce qui uninhabitable. anéantirait l'économie mondiale. Cela provoquerait famine, Thereby mort de wiping faim, out the global tout ce que vous economy, voulez, nous causing replongeant à l'âge de famine, pierre, starvation, et il se peut bien qu'il you soit name déjà it, trop putting us tard. back in the Stone Ages, and we Il damn se sure peut que might nous nous y be soyons involved déjà in mis it. We might nous-mêmes, put ourselves ce back qui signifierait with une this révolution revolution dans in ce this pays. country. C'est That's ce que it. ça veut dire, révolution. Merci Thanks a lot, beaucoup, everybody. tout le monde, comme je le dis toujours, Um, si vous le pouvez, et as I merci à ceux always qui le say, font. Soutenez-moi via if you can, PayPal, offrez-moi United thanks to the Nation people Café, who ce genre de choses. use Contribuez PayPal, et merci à tous ceux qui le font. Vous voyez tout ça. Et pour ceux qui le font et ceux qui le peuvent, il y a une boîte postale et pour le courrier postal, vous pouvez envoyer une contribution. Vous pouvez expédier une lettre, United Nation livre, United Nation magazine, quelque chose que vous avez écrit, votre manifeste, peu importe. Voici mon adresse postale, c'est ma boîte postale, 32 Glen Burnie, Maryland, Dotélan 61. Partagez ça sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux. Je m'en vais.